Et donc on avance, dernier joueur du jour, allant sur Trae Young. Trae Young, 36 minutes par match, 54 matchs cette saison, plus 1% d'efficacité relatif à la moyenne, à peine 101 de true shooting plus, sur un usage de 30%, évidemment un gros volume de stars. Pour te lancer, on est quand même pas sur une saison fantastique de la part de Trae Young. Est-ce qu'on se dit pas que là on a un peu perdu 2 ans de Trae Young? C'est un peu, ouais. Moi c'est un peu le bilan que j'en tire, c'est-à-dire que en soi Trae Young reste un joueur absolument exceptionnel. Et c'est vrai que déjà t'as une saison de Trae Young qui a connu mieux en termes d'efficacité. Et là il vient d'enchaîner 2 saisons autour de la moyenne, donc là je crois qu'il a plus 1% au-dessus de l'efficacité moyenne de la NBA. Ça reste une machine à pick and roll, peu importe qui tu lui mets autour, finalement il arrivera toujours à tirer son épingle du jeu sur ses séquences de jeu. Mais à côté de ça, je trouve qu'il pâtit énormément d'un spacing assez décevant, d'une part parce que les shooters ont tendance un peu à annuler les écarts qu'ils créent, mais aussi parce que en fait il y a beaucoup de joueurs qui ont été plutôt décevants dans cette équipe d'Atlanta, et beaucoup de joueurs draftés au fil des années n'ont pas vraiment pris la place qu'ils auraient dû. Et puis surtout parce qu'il y a cette expérimentation avec Dejounte Murray qui fait que en soi sa valeur c'est d'avoir la balle. Malheureusement il partage le terrain avec un joueur qui lui aussi n'est efficace que quand il a la balle, et le truc qu'on avait un peu fantasmé pendant des années, c'est-à-dire Trae Young qui est à la fois le joueur qu'il est on-ball, mais aussi la machine off-ball qu'on pensait qu'il pouvait être. Au final, déjà il y a très peu de volume de tir, et puis même quand il shoot, du coup il n'y a pas une hausse de l'efficacité qui est relativement notable, ce qui en fait un joueur au final qui reste cette grosse menace on-ball, et qui profite pas de Dejounte Murray pour voir son taux de panier assisté augmenter. Donc du coup, saison assez décevante, et je trouve un peu de temps perdu avec cette carrière de Trae Young, quoi. Tu veux dire qu'on est un peu déçu qu'il ait pas attrapé une curiite aiguë, hein, c'est un peu le rêve qu'on avait on l'a tous vu comme ça, même si en soi on aurait pu le voir venir, hein. C'est un peu là-dessus où je trouve qu'il y a 2 lectures. Alors la première, je te rejoins sur l'aspect de non-optimisation de la part d'Atlanta. Et ça, là encore, on en a parlé assez longuement, mais ce côté, finalement, on le fait venir pour la défense, mais sauf que la défense, ça marche plus comme ça en NBA. Tu peux plus te dire, ah tiens, je vais aller chercher des jeunes Murray pour des missions défensives, le fameux mission défensive. Mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, tu peux cibler un mec, déjà, sur des switches, tu peux faire venir Trae Young. Donc, si t'as un switch, merci de Murray, tu sers à rien, pour cacher Trae Young, je veux dire. Et puis, tu peux aussi cibler des mecs off-ball. Donc, bref, il y avait ce côté de la défense qui n'a pas été là, et qu'on pouvait annoncer, qu'on avait annoncé d'ailleurs. Mais en plus, on avait la redondance de profil. Et donc, il y a un côté non-optimisation de la part des Hawks. De l'autre côté, tu vois, je trouve un peu que dans son référentiel individuel, on peut peut-être être un peu déçu de ce manque de diversification. Parce que j'ai fait un peu la blague de curiosité aiguë, on n'était pas obligé d'avoir un mec qui devenait Stephen Curry. On n'était pas obligé, je pense, pour que le joueur soit intéressant, qu'il pousse le curseur de jeu off-ball à ce point. Mais c'est vrai que peut-être que le faire un peu plus, ça aurait été intéressant en termes de jeu off-ball, en termes d'activité. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu ça. Alors après, on n'est pas du tout sur le même niveau de shoot, hein. On est sur plutôt un shooter de très bon calibre, mais pas un shooter d'élite. Donc c'est pas du tout la même menace en off-ball, hein, je veux dire. Mais donc on a ça, et puis surtout, on peut lui reprocher, mais je veux dire, c'est quand même très dur pour ce genre de joueurs qui s'est très tôt s'installer dans un cadre de héliocentrique, donc autour de qui tout va tourner. Historiquement, on a vu de manière empirique que des Harden, que des Westbrook, que des John Wall, que des mecs comme ça, une fois qu'ils sont un peu dans ce style de jeu, c'est quand même dur de casser ça et de revenir en arrière, en fait, hein, de recommencer à bouger off-ball, etc. Donc, je pense qu'on peut lui imputer ça, et le fait que, quand même, quoi, c'est quand même l'attaque de Quinn Snyder, c'est quand même, ça bouge beaucoup, ça bouge pas mal, c'est quand même un top coach offensif. On aurait pu espérer beaucoup plus de ce point de vue-là, et donc peut-être plus d'activité off-ball qui aurait pu booster l'efficacité. De l'autre côté, on comprend aussi pourquoi il l'a pas fait, c'est que c'est quand même un step assez difficile pour un joueur qui est déjà dans son style de jeu à lui, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, il y a un peu la sensation, tu sais, que l'héliocentrisme, c'est un peu l'héroïne des franchise players. C'est-à-dire que, en fait, le jour où ils y goûtent, même si, en soi, ils avaient un jeu off-ball avant, à partir du moment où ils ont goûté, ils reviennent pas en arrière. C'est pas possible, quoi. Et ça va être le titre du podcast, Jérémy, hein. Ça va être génial, ça va marcher, c'est sur les algorithmes. Excuse-moi. Non, mais, excuse-moi, mais il y a ce côté, tu vois, où tu te dis, c'est quand même, c'est tôt dans sa carrière, quand même. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, on leur demande ça à 30 ans. Bon, je comprends que maintenant,
tu es fait, quoi, et puis c'est comme ça. Mais là, Trae Young, on est quand même dans, on va dire, le premier tiers de sa carrière, et j'imaginais qu'il arriverait à faire cette évolution. Même si j'ai pas vu d'un très bon œil l'arrivée de Dejounte Murray, ouais, j'avais la sensation qu'il y avait quand même plus à tirer de ce côté-là, et que d'une certaine manière, il arriverait un peu à se réinventer. Et voilà, lui aussi, tu vois, de la même manière que certains joueurs qui manquent de bagages, on peut leur imputer ce manque de bagages. Lui, pour le coup, il aurait dû faire cette évolution parce qu'en soi, il est construit pour la faire. Ou en tout cas, il a l'air d'être construit pour la faire, et c'est assez dommageable, quoi. Bah, après, effectivement, on peut commencer par ça. Et c'était bien de le souligner, mais tu vois, je pense pas qu'un Trae Young de très haute valeur passe nécessairement par devenir un peu, enfin, faire beaucoup de jeux sans ballon. Là encore, alors pardon, tout à l'heure j'ai fait le chat Wembanyama, là je vais le faire le même avec Trae Young, donc comparant avec Luka Doncic, Trae Young, mais non mais tu vois, je pense que Luka Doncic, on peut aussi déplorer le manque de diversité de son profil et finalement un profil assez rigide. Bon, il se trouve aussi que c'est un point, on peut le regretter, il arrive très bien à vivre sans, en fait. Et je dis pas ça pour dire que Trae Young est du même niveau que Doncic, évidemment pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait avoir une version très intéressante, même très 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 intéressante de Trae Young, sans forcément que ça passe par, bah tiens, si tu vas t'améliorer en diversifiant ton jeu, en jouant off-ball, en ayant cette activité off-ball. Ce que je veux dire aussi, c'est que bah, dans les faits, on a aussi eu un mec qui est très fort et qui est un des meilleurs moteurs offensifs de NBA quand il a la balle entre les mains. Bah, le truc, c'est qu'il a pas eu tant que ça, quoi. En tout cas, il a eu beaucoup moins que ce qu'on aurait voulu. Bah ouais, tu vois, et c'est là encore, hein, pour reprendre, non pas la comparaison un pour un, mais l'analogie avec Luka Doncic. Bon, mais voilà, Doncic, il a pas ce jeu off-ball, mais comme il a un peu les rênes de l'attaque et qu'on le laisse faire, ok, il joue que d'une seule manière, grosso modo, mais vu qu'il joue comme ça de facto, bah t'arrives à tirer de la valeur. Avec Trae Young, c'est vrai que depuis 2 ans, je te rejoins qu'on a un peu ce truc ambigu de bon, ben en 2021-2022, on a bien découvert que c'était un des tout meilleurs moteurs de NBA en termes à l'échelle collective, de par ce pick and roll, comme tu disais. Et depuis 2 ans, il y a ce truc de, ben on est entre deux chaises, quoi. T'as compris? Sur cet aspect de, ben on a ça, mais on l'optimise pas. Donc oui, du coup, on peut dire, oui, mais comme il y a déjà un Temer, il faudrait qu'il développe le jeu off-ball, mais de l'autre côté, tu pourrais aussi dire, et c'est ce qu'ils ont fait finalement, de dire, bah, bon, ben non, lui, il sait faire ça bien, mettons tout en œuvre pour qu'il le fasse à haut volume, parce que c'est quand même ça le meilleur moyen, quoi. Donc c'est aussi décevant, et sur l'exercice du jour, ben on peut pas le juger comme s'il avait les rênes de l'attaque et qu'il avait ce rayonnement, parce que de facto, il l'a pas eu, quoi. C'est ça, et puis alors, je suis parfaitement d'accord avec toi, hein, mais c'est vrai que, in fine, comme tu dis, bah, vu que maintenant il y a Dejounte Murray, son rôle, enfin en tout cas je pense son job en tant que basketteur, c'était aussi de se dire bah, comment je fais pour tirer le meilleur de la situation, même si la situation elle est clairement pas idéale pour moi, et on peut déplorer autant cette arrivée qu'on veut. Le fait est qu'il a quand même eu une première saison où je pense qu'il pouvait faire un constat, et que il y a très peu de, je trouve, il y en a une certaine amélioration la seconde saison, mais elle est relativement faible, quoi. Et l'autre aspect où moi je suis un peu déçu, et j'arrive pas à savoir si c'est contextuel ou pas. Est-ce que c'est lié au spacing? Est-ce que c'est lié à Dejounte Murray? Est-ce que c'est lié au schéma? Je sais pas trop, mais on a un peu une chute de son efficacité au panier. C'était un mec qui justement arrivait complètement à transcender son archétype physique. C'est-à-dire que bah, d'habitude les mecs de son calibre, tu vois, physiquement, bah, c'est des Devonte Graham, c'est des Fred VanVleet, c'est des mecs qui sont les derniers de NBA en termes de drive, qui sont totalement nuls, qui vont pas au panier et ils y vont pas, et quand ils y vont, ils sont nuls. Trae Young, c'est pas du tout ça. Trae Young, c'est un mec qui avait complètement transcendé ça et qui était pas un des meilleurs non plus, il est pas top 5, mais qui était un driver qui était très très compétent en termes de dynamisme, de playmaking, mais aussi donc d'efficacité à la fin. Et c'est vrai que l'efficacité au panier a un peu chuté depuis 2 ans. Donc là encore, je sais pas à quel point on peut au moins noter la corrélation avec l'arrivée de Dejounte Murray, mais à quel point est-ce qu'il y a une causalité ou pas, je sais pas. Mais c'est aussi, je pense, que ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a un Trae Young qui est à peine au niveau moyen de NBA, alors que tu vois, et donc il a plus 1. Cette année, l'an dernier, il était à moins 1. En 2023, je veux dire. Donc on est grosso modo au niveau de la moyenne, alors que il nous avait habitué en fait à faire du plus 5, plus 3, plus 7 même en 2022 en termes d'efficacité par rapport à la moyenne. Et en fait, la différence, c'est même pas tant le 3 points, où on a un shooter qui est pas mal, qui est 7 sur 10, plutôt que 9 ou 10 sur 10. Mais la différence, c'est le panier. Et je pense qu'on peut le noter, mais je ne saurais pas pointer du doigt quelles sont un peu les explications, parce que les lancers francs n'ont pas du tout chuté. Donc c'est peut-être une question de spacing, je sais pas trop. Ouais, l'explication qu'on peut effectivement sortir immédiatement, c'est cette notion de spacing. Moi aussi, je suis assez dubitatif avec ce qui se passe, mais c'est vrai que quand tu regardes des joueurs comme DeAndre Hunter, des joueurs comme Kongu, c'est des joueurs qui n'ont pas vraiment de spacing, qui j'ai l'impression ne sont pas vraiment respectés par les défenses adverses, et du coup, mine de rien, ça resserre vachement les taux sur les drivers. D'ailleurs, je me demande si par exemple Dejounte Murray, par rapport à ses standards de drive en carrière, il n'a pas lui aussi chuté du coup à Atlanta, quoi.
Oui, mais en partant de plus bas, lui aussi également, pour le coup. Mais non, mais tu vois, on parle d'efficacité, mais même en termes de fréquence, hein, il est tombé à 17% de tirs autour du panier. Alors, pour un joueur comme ça, qui fait très peu de cuts et très peu de jeux off-ball et de catch and finish, les tirs au panier, c'est à peu près les tirs en drive, hein, pour le coup. Donc, d'habitude, non, mais pour les mecs comme ça, oui. Bah voilà, 17%, c'est son plus petit score en carrière. À peine 17% de tirs pris sous le cercle. Bon, il faut rajouter aussi 30%, donc un tiers de ton jeu qui est pris dans la short mi-distance, donc un peu la zone des flotteurs. Ok, donc voilà, il va quand même au panier ou autour du panier. Mais c'est vrai que c'est un chiffre voilà, à surveiller et à voir l'an prochain, parce que je pense qu'il y a quand même des éléments où, tu vois, par rapport à, on avait parlé aussi de Kate Cunningham, et je sais que moi je suis un peu plus bas, que je suis un peu différent de la moyenne pour dire, beaucoup de gens disent non mais il est aussi mauvais parce que le spacing est pas bon. Je pense que c'est vrai en un sens, mais de l'autre côté c'est pas que le spacing Cunningham. J'attends de voir, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, un manque d'agressivité, au niveau, il attaque pas le contact, il y a pas le lancer franc, il préfère s'arrêter en pull-up, etc. Donc tu vois, pour Cunningham, j'avais bien expliqué que pour moi l'argument spacing était un peu, n'expliquait pas tout, et là je le ressors pourtant sur Trae Young. Pourquoi? Mais parce qu'on a déjà vu Trae Young être élite en drive. Donc ça fait quand même une différence, quoi. Tu vois, c'est là-dessus où je pense que le spacing peut-être affecte ça. Là où pour d'autres cas, c'est peut-être parfois, je dirais pas une excuse, mais on s'en sert un peu, on le met un peu trop en avant. Mais bref, joueur intéressant, et on l'a même pas précisé parce que ça paraît assez trivial, mais en effet, bah, très très mauvais en défense. Il fait partie de cette équipe et défense absolument catastrophique. On parle beaucoup du on-ball, mais il n'y a pas que le on-ball, en fait, il y a aussi l'aspect de off-ball. Et les Hawks étaient une des pires équipes de toute la NBA, tout ce qui est ce que j'appelle un peu la gestion des cuts, justement, et tout ce qui est défense off-ball. Et une fois que tu avais une première rotation, la deuxième, elle venait jamais, quoi. Donc ils ont encaissé un nombre de cuts incroyable. Si tu regardes les stats un peu de le nombre de cuts ou l'efficacité concédée en cut, et même visuellement, tu voyais des mecs qui coupaient dans le dos de la défense, tu voyais des mecs qui attaquaient sur close-out, et puis il n'y avait pas de rotation au panier. Il y avait une première rotation, mais pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième sur une possession. Bref, je pense que, évidemment, on l'a pas explicité, mais très mauvais défenseur. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Enfin, quitte à l'avoir sur le terrain, autant l'utiliser le plus possible en attaque, parce que bah, plus tu vas l'utiliser, plus le compromis va être intéressant. Alors que si juste il est sur le terrain off-ball, bah de l'autre côté, tu as toujours les mêmes possessions défensives que tu dois faire avec, mais sans le bonus offensif. Donc c'est un peu bête, quoi. Ouais, et puis de facto, c'est d'autant plus, on peut d'autant plus le pointer du doigt, entre guillemets, que souvent on excuse les joueurs qui ont une forme d'héliocentrisme comme Trae Young, de la charge offensive est telle que du coup défensivement ils sont obligés de faire le minimum. Mais là du coup ça fait 2 ans qu'on l'a quand même délesté effectivement de la balle, quand même assez proportionnellement, et pourtant il n'y a pas un progrès défensif qui est venu avec ça. Donc c'est vrai que même si oui on sait où se trouve Trae Young, minima ça méritait mention, quoi. Je suis d'accord. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur Trae Young au niveau de ce profil rapide, hein. On pourrait y passer 2 heures, mais on va pas le faire, Jérémy. Il est déjà tard. Classement, où est-ce qu'on l'imagine alors? Là actuellement un point de repère ça aurait été Tyrese Haliburton. Ouais. Est-ce que c'est un point de repère à pas dépasser en haut ou en bas? Habituellement j'aurais dit que Trae Young était naturellement au-dessus de Tyrese Haliburton. Ouais. Mais là si on parle juste de 2024, j'ai l'impression qu'en fait il est en dessous, quoi. Et que du coup le point de repère c'est presque Kyrie Irving. Alors après, Haliburton, c'est pas non plus une grande saison. Tu sais, il y a toute cette deuxième partie de saison où il vient, Ouais, il joue deuxième partie de saison il fait beaucoup moins bonne, ouais. Ouais. Mais moi, j'étais pile là-dedans. J'avais un point à pas dépasser sur l'année. Je pense que d'habitude, il peut être plus haut. Tu vois, tu prends le Trae Young 2022, pour moi, il est largement au-dessus. Mais Mitchell, je suis pas sûr que Trae Young dépasse un peu Mitchell cette année. Je pense pas. Et le point bas, c'était, je me demandais, ouais, Haliburton, voire Irving. On est un peu dans cette fourchette-là. Donc, je le dis, on a 14 Haliburton, 15 Anthony Edwards, 16 Damian Lillard, qui lui aussi, très mauvaise année, c'est pour ça qu'il est là, sinon il devrait être 10 places plus haut. Et donc, Haliburton, 17. Ouais, on peut le mettre par Et là. tu vois, sur une bonne saison, pour moi, il est nettement au-dessus d'Anthony Edwards, par exemple. Ah oui. On est d'accord. Mais est-ce que cette année, il l'est? Non, cette année, du coup, il l'est pas. Donc, c'est vrai que je le verrais bien, dans cette zone, à Haliburton, Irving, quoi. Ouais, j'avoue que le côté un peu création, alors, ça aurait pu être encore plus, mais création offensive au volume, un peu le moteur de l'attaque, pour moi, il y a un peu compétition avec Haliburton. J'ai presque envie de le mettre au-dessus sur le côté, on va donner un bémol, on peut donner un bémol par rapport à la deuxième partie d'année, pas fameuse d'Haliburton. En même temps, à quel point est-ce que les playoffs ne rattrapent pas aussi ça? Ça fait aussi partie de l'année, hein, pour le coup, les playoffs. Je sais pas. Devant Gobert alors? Entre Haliburton et Gobert? Ça te va un truc comme ça? Ouais, ça me paraît bien. Ouais.
Haliburton, donc Trae Young, puis Rudy Gobert. On fait un truc comme ça, 17, Allez. 18, 19. Ok, bah faisons comme ça. De toute façon, ensuite, Azad va passer et va tenter de le mettre 5 places plus haut. On verra si on le laisse faire ou pas, mais il va essayer de tout changer, hein, tu le sais. Et donc, on finit avec un petit quiz. Nous sommes... T'as pas de chance, hein, t'as pas de chance. Game winner, ou en tout cas un panier clutch contre les Brooklyn Nets en prolongation. Une action marquante de cette année. Nous sommes le 22 novembre, je le précise pour la date, c'est important. 22 novembre, Atlanta contre Brooklyn, un panier clutch de notre ami Trae Young avec à peine 17 secondes à l'horloge. Ok, donc bah du coup Trae Young, du coup ils se sont sentis obligés de mettre Dejounte Murray. Oui. Ouais, Jalen Johnson. Pas Jalen Johnson, non. Je ne sais pas pourquoi, DeAndre il n'était Hunter, pas sur du le coup. terrain. Exactement, DeAndre Hunter est là. Onyeka Okongwu. Exactement, c'est Okongwu, c'est pas Capella. Hmm, Et le dernier, c'est Et un après- petit fruit rouge que tu vas cueillir dans des buissons. C'est fou parce que même en comprenant, les joueurs viennent pas quoi. Ce n'est pas John Framboise. Non, c'est aussi là où vont accoster les bateaux. Comme, la de San Francisco. Bah ouais. La quoi de San Francisco. Ah, comment il s'appelle Il aime faire du mal. Sadik B, putain. Exactement. C'est Le bon. double jeu de Franchement, mots. c'est bon. C'est Le bon. double jeu de mots, prénom et nom de famille, tout à fait. Donc Sadik B. Et côté Brooklyn, bon, c'est plus facile, on a déjà un peu parlé de Brooklyn. Oui, mais j'ai déjà oublié. Hein. Nick Claxton. Oui. Michael Bridges. Oui. Dorian Finney-Smith. Oui. Ah, c'est vrai que pour le moment, c'est bien. Cam Thomas, c'était le début de saison, il était... Non, on est le 22 novembre, on a quelqu'un qui arrête pas de faire des allers-retours entre Brooklyn et Dallas. Oui. Qui était aux Lakers après. Oui, tout à fait, qui a fait une buyout aux Lakers, mais C'est là ça. qui est retourné à Dallas. C'est ça, qui est donc... Oui, d'ailleurs, j'ai regardé le roster de Dallas juste avant le podcast, je me suis dit, c'est pas mal quand même. Et ben, le nom ne vient pas hein, pour changer. Dinwiddie, ça y est. Exactement, Dinwiddie. Et le dernier, il adore en manque critiquer Rudy Gobert. Ah, Il adore critiquer Gobert. bah du coup, Cameron Johnson. Non. J'ai Non, cru que t'allais mais me dire Draymond je Green. comprends pas pourquoi Draymond Green est là. Non, c'est pas Draymond Green. Non, qui sait qui arrête pas de dire que Mais c'est Gobert est beaucoup de nul. joueurs en fait, hein, je me rends compte, parce que j'ai Derek Lively qui vient. Ouais. Un retraité. C'est qui le retraité qui arrête pas de critiquer Gobert? Un mec jaloux. Un mec très jaloux. Bah ouais, mais du coup... Non, mais c'est un jeu de mots, il a même nom de famille, je veux dire. Oui, bah je l'ai pas. C'est pas le Shaq, mais c'est un O'Neal. Ah oui, Royce O'Neal était là, ok. Royce O'Neal, tout à fait. Royce O'Neal, exactement. Ok, oui, c'est vrai. Et par la C'est magie vrai. du montage, je pourrais couper tous ces blancs, toutes ces hésitations, et je collerai le Royce O'Neal juste après que j'ai dit. Ouais, franchement, là, fait du montage, parce que vraiment... Ouais, là, surtout je vais la partie t'aider, sur tu les vas voir. Wizards, là, elle était vraiment terrible. Hein. Je vais J'ai couper rallongé tous le mes podcast indices. d'un quart d'heure. Hein. Je vais couper tous mes indices. Et il y aura que tes réponses. Dès que je prononcerai un mot, je C'est ça. vais intercaler le hop, tu m'interromps Ah, et tu on dis le bénit mot. tout. Waouh, il est trop fort, Jérémy.